Europe Matin, Patrick Cohen. Le journal vous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Incendie géant en Californie, géant et meurtrier, 31 morts, près de 500 disparus. Bilan provisoire, nous serons sur place dans un instant. Les autres titres. Le premier meeting du candidat Wauquiez hier soir et un discours à droite, très à droite, pour prendre la présidence du parti Les Républicains. Gros plan sur les groupes d'amitié parlementaires. Ils se mettent en place aujourd'hui à l'Assemblée. Démocratie parallèle et gros enjeux, nous le verrons, ce sera l'enquête du 8h. Et puis lutter contre les déserts médicaux. Le gouvernement présente son plan aujourd'hui, avec notamment des consultations par écran interposé. Juste avant son rendez-vous avec Emmanuel Macron à l'Elysée, Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, sera mon invité à 8h15. Et on est sidéré ce matin par les images qui arrivent de Californie. Des scènes d'apocalypse. Depuis bientôt une semaine maintenant, les incendies ravagent la région. Et le dernier bilan est très lourd. 31 morts, près de 500 personnes dont on est toujours sans nouvelles ce matin. Parmi elles, il y a la mère de Jessica. Ma mère m'a appelée et elle m'a dit « Ma maison est en feu ». Je lui ai dit « Courir, sors de la maison, sors ». Et elle m'a dit « Je peux pas sortir, le feu est partout ». J'entendais les alarmes incendie chez elle qui sonnaient et elle qui toussait. Je lui ai dit que je l'aimais et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas sortir, qu'elle allait mourir. Là, la ligne a coupé et je n'ai jamais réussi à la rappeler. Un témoignage diffusé tout à l'heure par la chaîne américaine Fox News. Nous sommes maintenant en ligne avec notre correspondant Benoît Clerc. Benoît, ce sont déjà près de 80 000 hectares qui sont partis en fumée et des quartiers entiers, vous les avez vus, ils sont rayés de la carte. Oui, et les shérifs ont commencé hier ici dans les décombres des quelques 3000 maisons réduites en cendres à rechercher des indices pour identifier les disparus. Les quartiers sinistrés sont entourés de cordons jaunes de police et une partie des volontaires forme une ligne qui avance pas à pas, collectant des preuves de vie passée. À la fumée épaisse s'ajoute une odeur âcre de bois calciné. Ce qui était la semaine dernière encore une région paisible de viticulture est devenu un enfer de feu et de cendres. Benoît Clerc, correspondant d'Europe 1 en Californie. Europe 1, il est 8h02. Ici, c'est la France, un discours qui donne le ton d'une campagne. Nous parlons maintenant de Laurent Wauquiez. C'était hier soir son premier vrai meeting de candidat, le premier depuis qu'il a officiellement déposé ses parrainages au siège des Républicains. Laurent Wauquiez, archi favori pour prendre la présidence du parti au mois de décembre, malgré ceux qui lui reprochent un positionnement très à droite. Il était hier soir près de Nancy. Reportage Arthur Mbaché. Pour les photos, ce sera parfait. À sa droite, une élue locale ancienne sarkozyste. À sa gauche, un ex-juppéiste. Le message de Laurent Wauquiez, je rassemble. Et ce que j'aime, c'est mettre tout le monde ensemble. Vous savez, il y a une période dans notre famille politique, on n'avait pas peur des gens qui étaient différents, mais avec du tempérament. Comme Philippe Séguin, comme Charles Pasqua. Dans la salle, manifestement, on est plus Pasqua que Séguin. Chantal nous parle du flirt, comme on dit, de Laurent Wauquiez avec le Front National. Moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, il faut bien se dire que les gens qui votent extrême droite, c'est des gens qui en ont ras-le-bol des immigrés. Et vous aussi, vous en avez ras-le-bol ? Moi, je ne vois pas pourquoi qu'on leur donne tout et que moi, quand je vais faire mes dents, que je suis obligée d'en payer la moitié, non ? Bien, mes chers amis. Flirt FN toujours avec, pour chauffer la salle, la locale de l'étape Nadine Morano. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les électeurs. Lorsqu'on fera respecter l'autorité, la sécurité, la civilisation française, quand on aura fait ce boulot-là, les gens, ils iront plus voter pour le Front National. Ici, c'est la France. Ici, c'est la France. Voilà l'anaphore du discours ici hier soir de Laurent Wauquiez avant une envolée sur les clochers dans les campagnes. Nancy, Arthur Mbaché, Europe 1. C'est la France. La politique encore avec la bataille des groupes d'amitié parlementaire. Oui, ces petits groupes de députés sortent de diplomatie parallèle avec des pays comme la Syrie, le Liban ou encore les États-Unis. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. On en parle parce que c'est aujourd'hui que doivent être finalisés ces groupes d'amitié parlementaire et on s'aperçoit que c'est plutôt tendu à l'Assemblée. Les députés de l'opposition accusent la République en marche de vouloir rafler tous les postes et de ne pas respecter les règles. Les règles, ou plutôt les traditions non écrites. Logiquement, l'Allemagne va à la majorité, c'est le cas cette fois. Mais l'un des 3 pays du Maghreb doit revenir à la principale force d'opposition. Là, les Républicains n'ont eu droit qu'à la Mauritanie. Cuba est habituellement attribué aux communistes, pas cette fois. Guy Tessier a participé aux discussions pour les Républicains. Le débat est devenu houleux, dit-il, quand la République en marche leur a mis une liste sous les yeux. En face de chaque pays avait écrit « LR ».
LREM, pratiquement devant tous. Et donc, il ne restait que des petits pays qui n'ont pas une influence très importante. Donc, on discutait, si vous ne me donnez pas tel pays, donnez-moi celui-là. C'était le marché de Brive-la-Gaillarde. Ah oui, c'est grosse ambiance marchandage là. D'ailleurs, Carole Bureau-Bonnard, vice-présidente de l'Assemblée, ne conteste pas cette ambiance. Elle affirme que la répartition s'est faite par continent au prorata du nombre de députés. C'est normal que le groupe En Marche, qui doit donc obtenir 85 groupes sur les 154, il y a obligatoirement quelques pays qui étaient auparavant au LR qui sont maintenant au groupe En Marche. Et au final, les Républicains ont tout de même obtenu l'Espagne ou les États-Unis. Mais en vrai, Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'ils ont de si important, ces groupes d'amitié parlementaire ? Eh bien, cela permet aux députés de gagner en influence par la diplomatie parallèle, faire passer des messages directs à certains pays, bien loin des ambiances feutrées des ambassades. Au-delà de ça, les intérêts sont parfois très personnels. Gérard Bapt, ancien député, reconnaît que certains voyagent dans les îles à moindre frais. Maurice, par exemple, ce sont des intérêts avant tout touristiques. Et puis enfin, des intérêts personnels dans le cadre d'échanges économiques, pousser ses propres entreprises, pour certains avec les pays du Golfe. Avec pourquoi pas retour sur investissement. Les petits cadeaux des pays visités ne sont pas exclus, produits de luxe par exemple. Et puis c'est un bon moyen pour se faire rembourser des notes de frais par des associations. Si vous vous intéressez à l'Azerbaïdjan, sachez que les amis de l'Azerbaïdjan peuvent prendre en charge des repas ou des déplacements. C'est noté. Jean-Sébastien, dernière question. Pour un député, électoralement, ça compte de faire partie d'un groupe ? Bien sûr, la plupart du temps, c'est uniquement de l'affichage pour plaire à une communauté dans sa circonscription parce que, dans les faits, regardez le nombre de réunions à l'Assemblée, me disait un ancien député. 80% de ces groupes ne se réunissent jamais. L'enquête du 8h signée ce matin, Jean-Sébastien Soldaini. Question posée au gouvernement à présent, comment repeupler les déserts médicaux ? Le gouvernement va présenter sa liste de solutions. Édouard Philippe et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, seront ce matin à Chalut, en Haute-Vienne. Et parmi les pistes privilégiées, il y a la télémédecine, ou si vous préférez, des consultations par écran interposé. Reportage et illustration dans un hôpital de gériatrie. Nous allons à Ballainvilliers dans l'Essonne avec Chanel Petit. Pas de table d'examen, pas de paravent, seul un grand écran dans une toute petite pièce blanche. Le docteur Céline Maisonnoble s'installe au fond de son siège en cuir noir. Je sais pas si lui me voit bien, moi je le vois. Voilà. Derrière l'ordinateur, Régis le patient et son infirmier en direct à 50 km de là. Expliquez vos douleurs, monsieur Perrier, médecin. Des consultations par visioconférence, le docteur Maisonnoble en fait une petite dizaine par mois, mais toujours difficile d'instaurer un lien avec le patient. Il faut pouvoir le créer différemment, en faisant un peu d'humour peut-être, en personnalisant la relation. Un inconvénient pour de nombreux avantages, notamment des délais d'attente considérablement raccourcis. 2 semaines seulement pour obtenir un rendez-vous virtuel, c'est 8 fois moins qu'une consultation classique. D'ailleurs, cet hôpital de l'Essonne compte créer une dizaine de nouveaux partenariats avec des EHPAD d'ici à l'année prochaine. Chanel Petit. Le favori des législatives ce week-end en Autriche. Il s'appelle Sebastian Kurz. Il a 31 ans seulement, en passe de devenir le plus jeune dirigeant européen. Ascension très rapide, on va le voir, qui passe par un rapprochement avec l'extrême droite. Envoyé spécial d'Europe 1 en Autriche, Rémi Botsaron. Secrétaire d'État à 24 ans, ministre à 27 ans et donc peut-être chancelier à 31 ans, Sebastian Kurz est un jeune homme pressé et ambitieux. Sur les affiches de sa campagne, le nom de son parti est à peine visible. Il faut désormais parler d'une liste Kurz, un nouveau mouvement avec une nouvelle méthode qui plaît à Josephus, l'un des militants. Kurz a dit qu'il ne voulait plus seulement s'appuyer sur le parti, alors il a ouvert le parti. Cette campagne, on ne l'a fait pas qu'avec nos militants, mais également avec des centaines de volontaires qui aussi ont pu travailler sur le programme. Et ce militant ne le cache pas, cette méthode rappelle celle d'Emmanuel Macron, mais le programme est très différent, comme le souligne l'historien Jérôme Segal de l'Université de Vienne. Kurz, c'est le portrait du gendre idéal, aucun dérapage, mais au niveau des idées, c'est la reprise du programme d'extrême droite sur les étrangers. C'est des mesures très strictes sur l'apprentissage des langues, sur la limitation de la durée pendant laquelle ils peuvent obtenir des aides, et puis une politique au niveau du nombre très restrictive. Et après ces élections, ce rapprochement pourrait être encore plus clair. Sebastian Kurz pourrait tout simplement mettre en place une coalition avec l'extrême droite. Vienne, Rémi Botsaron, Europe. Nous passons à l'actualité économique et des soupçons de corruption dans le monde de l'aéronautique. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos, c'est Airbus qui est visé aujourd'hui par plusieurs enquêtes et, soyons clairs, le champion européen risque très gros. Oui, l'affaire inquiète au plus haut niveau à l'Elysée et à la chancellerie à Berlin. Airbus est visé par plusieurs enquêtes pour corruption
corruption au Kazakhstan, en Autriche, où le ministre de la Défense a mis nommément en cause le patron d'Airbus, l'allemand Tom Enders. Et puis il y a surtout cette enquête ouverte au Royaume-Uni et par le parquet financier de Paris. Airbus est soupçonné d'avoir versé des commissions non déclarées sur des ventes d'avions à la Turquie et à la Chine. Or, les pénalités peuvent en théorie atteindre jusqu'à 30% du chiffre d'affaires des milliards d'euros. Et ce matin, Nicolas, Airbus conteste et se défend. Alors voilà, hier, le conseil d'administration d'Airbus a publié un long communiqué pour soutenir son dirigeant Tom Enders, mais j'entends de plus en plus de voix à Paris dire deux choses. Un, plusieurs de ces affaires touchent le secteur de la défense à une époque où Enders en était le patron, c'est très ennuyeux. Et deux, les Américains n'ont pas bougé pour le moment, mais ils pourraient donner le coup de grâce en lançant eux-mêmes une enquête. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'Enders et une carte qu'ils ont dans leurs mains, prêts à la battre à tout moment. Conséquence, Tom Enders est évidemment fragilisé. Ça pose question sur sa capacité à continuer à assurer la direction du groupe en toute sérénité, surtout dans ce secteur où on touche au régalien et où la concurrence Airbus-Boeing, ne soyons pas naïfs, c'est aussi une guerre entre les États, entre les États-Unis et l'Europe. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. Les éoliennes, vous les voyez parfois au bord des autoroutes ou le long du littoral. Eh bien, voici une nouvelle génération, les éoliennes flottantes. Passionnant, c'est l'inauguration aujourd'hui dans le port de Saint-Nazaire et c'est une première en France. Les éoliennes vont ainsi pouvoir être installées plus au large et se déplacer en fonction des vents. Reportage de notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon. Son socle flottant est un anneau de béton de 4000 tonnes. L'éolienne Floagen pourrait être ancrée très loin des côtes à une profondeur 6 fois supérieure aux installations fixes. Thomas Chouanet, directeur technique. L'intérêt principal, c'est de pouvoir aller dans des profondeurs d'eau importantes, dans des zones où les vents sont plus élevés, donc d'avoir une meilleure production électrique. Elle est conçue pour résister aux tempêtes les pires, des vagues maximales de 16-17 mètres, des vents de l'ordre de 250 km/h. Financièrement, les éoliennes flottantes, c'est du pain béni, dixit le PDG de l'entreprise Idéol, Paul Delagarivière. Un des gros avantages de l'éolien flottant, c'est de pouvoir monter l'éolienne à quai dans un environnement protégé. Ce qui se fait actuellement, c'est de monter les éoliennes en mer, directement avec des navires spécialisés, extrêmement coûteux, de l'ordre de 250 000 € par jour. Une éolienne à terre va fonctionner un jour sur 4, une éolienne en mer posée va fonctionner un jour sur 3. Avec une éolienne flottante, on fonctionne plus de la moitié du temps. 6 ancres de 15 tonnes et des câbles de nylon de 30 cm de diamètre devraient maintenir l'éolienne sur sa position initiale. Saint-Nazaire, François Coulon, Europe 1. Et puis le retour du championnat de France de football avec un choc ce soir. Lyon reçoit Monaco. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.